Semaine marquée par une vraie bascule politique, la non-censure des socialistes. Les conséquences sont nombreuses. François Bayrou sans doute renforcé, la gauche éclatée et une négociation sur les retraites qui crée des attentes sur fond de querelles autour du financement. Est-on en train de vivre un tournant vers un rapprochement durable entre les macronistes et les socialistes? Peut-on attendre une fumée blanche du conclave sur les retraites? On en parle avec nos invités. Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, premier président de la Cour des comptes. Vous êtes donc celui qui avait en charge cette mission flash pour faire un point sur les besoins de financement et l'état du déficit du régime des retraites. On en parlera bien évidemment dans un instant avec vous. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, politologue, professeur des universités à Sciences Po, spécialiste de l'extrême droite. Et bonsoir Guillaume Tabar. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique au Figaro. Pour planter le décor, Pierre Moscovici, et vous interroger de fait sur les négociations autour des retraites, autour également du budget, je voudrais qu'on écoute ce que disait à la mi-journée Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, sur cette négociation autour des retraites. C'était chez nos confrères de RTL au grand jury. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Et je vais vous dire une chose, si ce gouvernement était bien disposé, alors expliquez-moi, expliquez-moi pourquoi quand nous avons déposé un projet dans notre niche, c'est-à-dire le moment où c'est nous qui fixons l'ordre du jour, de retraite, d'abrogation de la retraite à 64 ans, le gouvernement et l'actuel, les groupes qui soutiennent M. Bayrou, ont tout bloqué toute la journée. Ils n'en veulent pas. Eh bien, cette négociation, vous le verrez, sera une négociation bidon. C'est une négociation bidon, dit Jean-Luc Mélenchon. Donc, par voie de conséquence, ça veut dire que vous avez la charge d'une mission flash sur une négociation bidon. On parle de la mission, de la négociation. La négociation, je n'y suis pas et je n'y serai pas. Ça nous a pas échappé. Peut-être viendrai-je voir les partenaires sociaux pour leur présenter les résultats de cette mission. Laissons le flash de côté. Elle est rapide. Elle sera rendue le 19 février. Le 19 février précisément au Premier ministre. Je m'y suis engagé. J'ai déjà constitué une équipe. Nous nous sommes déjà mis au travail. J'ai commencé à voir moi-même les partenaires sociaux un par un. J'ai déjà rencontré le secrétaire général de FO, le secrétaire général de la CGT, mais je les verrai tous les partisans, tous les protagonistes de cette négociation. Je considère pour ma part, mais je sors un petit peu de mon rôle, que faire confiance au corps intermédiaire, essayer de régler des problèmes sociaux par les négociations sociales est plutôt une bonne démarche. Et il faut donner sa chance au produit. Il faut laisser cette négociation se dérouler. Peut-être peut-elle accoucher d'un résultat. Un conclave, c'est un terme d'église. Oui. Il y a une fumée blanche. Normalement, à la fin d'un conclave, il y a une fumée blanche. Une fumée blanche qui sort à la fin. Bon, je ne sais pas. En attendant, je pense vraiment qu'il faut aborder cette phase nouvelle avec une volonté raisonnable d'aboutir. On sent bien qu'il y a des changements à opérer. On sait que cette réforme n'était pas populaire. François Bayrou a dit que tous les paramètres étaient ouverts, qu'il n'y avait pas de tabou. Bon, allons-y. Et la Cour des comptes, puisque c'est de cela dont je m'occupe, elle est là pour, je dirais, éclairer ce débat, pour donner les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fera un rapport qui comprendra 3 parties. On fera d'abord un état des lieux sur tous les régimes de retraite, sur le régime général, sur le régime des fonctionnaires, sur le régime complémentaire, sur les régimes spéciaux. On fera une projection à 20 ans, et puis ensuite on examinera ce que sont les leviers d'action, un par un, pour donner des paramètres justement aux partenaires sociaux. Si je les vois, c'est aussi pour voir ce que sont leurs attentes, et peut-être aussi pour les rassurer, parce qu'il en est besoin. Je vous donne la parole dans un instant, Pascal Perrineau, Guillaume Tabar, puisqu'il y a bien évidemment le volet économique, financier, et tout le volet politique, ce qui est en train de se passer à gauche. Mais simplement, Pierre Moscovici, le déficit du régime des retraites, est-ce qu'on a besoin d'une mission pour le connaître? Il y a ça s'appelle le COR, le Conseil d'orientation des retraites, dont le métier est de documenter régulièrement l'état des finances du régime des retraites. Ça peut ressembler un petit peu aussi, pardon pour peut-être l'aspect un peu une sorte de provocation, mais ça peut ressembler à une manœuvre dilatoire. C'est quoi? C'est 3 mois pour gagner du temps et donc 1 mois pour, là encore, gagner un peu de temps et vous confier cette mission? Je n'entre pas dans ces considérations-là. Ce que je sais, c'est que c'est un geste de confiance à l'égard de la Cour des comptes. La Cour des comptes est une grande institution de la République qui a un grand mérite dans cette période compliquée. C'est que les Français eux-mêmes lui font confiance. 90% des Français nous connaissent. 75% ont une bonne opinion. Il y a besoin d'une mission pour définir et établir la vérité sur le déficit du régime de retraite. Pourquoi en va-t-il ainsi? Parce que nous sommes totalement indépendants. Et je peux vous assurer que je travaillerai avec mon équipe
en totale indépendance. Alors après, les chiffres, il y en a plusieurs. Vous avez d'ailleurs vu que le Premier ministre lui-même a cité un chiffre de 55 milliards, qui n'est pas le chiffre... Pour expliquer à ceux qui nous regardent, dans le calcul de François Bayrou, il met la façon dont l'État compense les cotisations payées sur les retraites des fonctionnaires. Et les surcotisations, les surcompensations, etc. Bon, c'est pas un chiffre ordinaire. Le chiffre du corps, lui, repose sur des conventions, puisque tout ça est affaire de conventions qui sont assez différentes. Disons que pour ce qui nous concerne, à la Cour des comptes, on va naturellement partir des conventions qui sont fixées par la loi organique, c'est la loi de finances. Et je veux dire une chose, parce qu'elle est importante aussi, et ça, c'est ce que je fais avec les syndicats. Je les en assure. Nous serons indépendants, nous travaillerons avec tous les paramètres. Nous ne sommes pas là pour valider un chiffre, nous sommes là pour produire des chiffres. Et naturellement, vous croyez au chiffrage utilisé par François Bayrou, qui est contesté par les partenaires sociaux Naturellement, je vais m'asseoir sur les travaux, non pas pour les mettre de côté, mais ça va être la base du travail, les travaux du corps, ceux de la direction de la sécurité sociale, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la direction générale des finances publiques, de la direction générale du Trésor, et on va mettre tout ça à plat. Oui, je pense que c'est utile de demander ça à la Cour des comptes, parce que c'est indépendant, c'est incontestable, c'est peut-être un peu différent du corps, dans la mesure où les corps, les partenaires sociaux sont déjà dans le corps, et donc là, finalement, on demande à la Cour d'établir, au fond, de mettre la table, et ensuite ils travailleront. Guillaume Tabar, on est quand même un drôle de pays. On s'interroge matin, midi et soir sur le niveau du déficit, de la dette, sur les gisements d'économie possibles. Et là, on débat, on discute de revoir sans doute la seule réforme qui, depuis 2022, génère des économies. Oui, et clairement, la démarche en cours montre l'ambiguïté, pour ne pas dire l'opposition, qu'il y a entre un objectif économique et budgétaire et l'objectif politique. L'objectif budgétaire, il est clair, et vous venez de le rappeler, il y a des déficits qui sont absolument colossaux, qui sont abyssaux, qui ne cessent de se creuser. Et François Bayrou lui-même a tenu un discours assez ferme sur le sujet, disant que la dette était un problème moral, donnant ce fameux chiffre de 50 milliards, plutôt dans le sens de dire l'effort de financement il est encore plus important que ce que l'on croyait. Et l'objectif politique, il est exactement inverse. C'est-à-dire qu'il est de s'entendre avec des forces politiques qui, au contraire, voulaient desserrer les taux de la réforme de 2023. Toutes les demandes, et on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon qui rappelait la proposition de loi qu'il avait défendue. La proposition de loi de Jean-Luc Mélenchon, elle ne visait pas à trouver de nouveaux financements pour les retraites. Elle visait simplement à revenir sur l'âge légal de départ en retraite. Donc, le raccourci, revenir aux 62 ans, peut-être même, certains disaient même carrément 60 ans. Donc, en clair, creuser le déficit. Et là, on dit tout est sur la table. Très bien, mais d'ailleurs, c'est pas la première fois que l'on dit que tout est sur la table. À chaque réforme des retraites, on dit qu'on met tous les chiffres, les projections, etc. Et on voit mal comment on va pouvoir aboutir à une solution qui vise effectivement à réduire le déficit, en tout cas à garantir le financement des retraites sur le long terme, et en même temps donner les gages à une gauche qui fixe comme condition pour la non-censure de céder sur bien des aspects. Et je vous donne la parole dans un instant, Pascal Perrineau. Oui, Pierre Moscovici, oui, vous vouliez... il y a quelque chose de très important. C'est que le Premier ministre a dit que ça devait se faire dans des conditions du respect de l'équilibre des finances. Et là, je vais non pas changer de casquette, mais faire un pas de côté. Je suis Premier président de la Cour des comptes et je suis aussi président de ce qu'on appelle le Haut Conseil des finances publiques. Et je veux rappeler que nous ne sommes pas là pour servir d'alibi. La situation budgétaire de la France, elle est d'une gravité extrême. Nous sortons en 2024 d'une année noire, je n'hésite pas à le dire. Mais d'où ma question, c'est étonnant, si la situation est d'une gravité exceptionnelle, d'aller débattre d'une réforme qui produit des économies. Nous sortons d'une année noire. Et on ne peut pas continuer ainsi. Notre endettement est excessif, notre déficit est excessif, nous devons absolument nous mettre sur une pente de réduction. J'ai vu que le projet de loi de finances aboutissait à un équilibre de quelque 5,4%, qui pour moi est le minimum requis. Ça doit être non seulement voté, mais ensuite exécuté. Il faudra ensuite que cet effort se poursuive pendant des années, parce que il faut passer en dessous de 3% en 2029, nous serons à ce moment-là, et de très loin, les derniers de la zone euro. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 6%. La moyenne de la zone euro elle-même est autour de 3%. Comme premier président de la Cour des comptes, est-ce qu'il est envisageable pour vous de revenir sur les 64 ans, pour dire les choses clairement? Ça, c'est le rôle des partenaires sociaux. Et en effet, on peut discuter des différents paramètres. L'âge pivot était une difficulté. J'ai observé d'ailleurs que dans son premier quinquennat, le président de la République avait dit avec éloquence pourquoi il ne fallait pas travailler sur l'âge pivot. Donc, mais si on ne fait pas ça, et il faut aussi résoudre un certain nombre de problèmes. On a parlé des carrières longues, on a parlé de la pénibilité, on a parlé du travail des femmes. Ce sont des vrais sujets et on voyait bien que la réforme n'était pas totalement aboutie de ce point de vue-là. Il ne faut pas pour autant dégrader l'équilibre financier. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et donc, non, quand on parle dans cette réforme, ça ne peut pas être pour aboutir à cette contradiction qui, in fine,
on revienne en arrière sur le plan des équilibres financiers. Et de ce point de vue-là, je veux le dire, c'est un impératif absolu que de réduire nos déficits, de réduire notre dette, parce que c'est une question de crédibilité, nos engagements européens, c'est une question de soutenabilité, ça coûte trop cher, on va avoir un jour 100 milliards d'euros de charge de la dette, et puis troisièmement, c'est une question de souveraineté. Quand on rembourse chaque année 70, 80 ou 90 milliards d'euros pour payer sa dette, alors comment peut-on financer l'éducation, l'innovation, l'écologie, tous ces besoins fondamentaux de la société, et je parlerai en plus de la défense. Nous voyons bien que dans ce monde dangereux, demain c'est l'inauguration de Donald Trump, nous avons besoin, nous les Européens, de conquérir les moyens de nous défendre par nous-mêmes. Et ça coûte de l'argent. Et je vous poserai une question dans un instant sur le budget. Mais Pascal Perrineau, là encore, et cette expression a été utilisée, jeu de dupes, sur ce conclave. Comment imaginer une seule seconde qu'il puisse y avoir un point d'accord solide entre d'un côté des partenaires sociaux qui rejettent les 64 ans et de l'autre le patronat qui ne veut pas bouger là-dessus et évoque même la possibilité de mise en place de retraite par capitalisation qui est à peu près l'épouvantail pour les partenaires sociaux. Comment imaginer qu'il puisse y avoir, que quelque chose puisse ressortir de ce conclave ? Alors, je crois que parler de jeu de dupes ou de processus bidon, comme l'a dit le président de LFI, est une erreur. D'ailleurs, quand un homme de gauche dit d'un conclave qui réunit les partenaires sociaux que c'est un processus bidon, je m'interroge sur la nature de cette gauche-là. Simplement, si en effet le travail de rigueur n'est pas fait au sein de ce conclave sur la question des retraites, ça va charger encore plus le travail de rigueur sur le budget en général et sur les dépenses publiques. Donc il faut faire attention. Donc il y aura peut-être des évolutions sur lesquelles les partenaires vont arriver à se mettre d'accord. J'écoutais, vous voyez, les dirigeants du patronat, aussi bien PME que MEDEF, par rapport, par exemple, à la question des carrières hachées, qui sont des carrières essentiellement, bien sûr, féminines, par rapport à la pénibilité. Et là, on sent qu'il peut y avoir des zones de convergence pour faire évoluer le dispositif. Eh bien, il faudra constater ce sur quoi il n'y a pas d'accord, ce sur quoi il y a un accord, le coût de cette affaire, parce que à partir du coût de cette affaire, à l'issue du conclave, eh bien, il faudra décider d'être peut-être encore plus rigoureux sur les dépenses publiques, et c'est là où le désaccord va réapparaître violemment. Pierre Moscovici, je vais encore vous demander un petit pas de côté, même si au fond tout cela est lié avec vos fonctions de président de la Cour des comptes. Ancien ministre socialiste sous François Hollande. Ça fait quand même 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. Non, mais aujourd'hui, on n'oublie pas comme expérience. On n'oublie pas, mais oui, j'assume. Enfin, je suis premier président de la Cour des comptes totalement. Avant, j'étais commissaire européen. Pardonnez-moi, je me définis pas comme un ancien ministre socialiste. Je l'ai été. Disons que ça fait. Je vous laisse poser votre question. Et vous êtes un homme de gauche. Après, ce que je vote, moi, ça ne regarde personne. Comme premier président de la Cour des comptes, je ne prends pas position dans le débat. Sur ce qu'on a vu cette semaine et le fait que les socialistes aient décidé de ne pas censurer. J'ai pas subi de grève de cerveau, je vous rassure. Bon, sur le fait ça n'influe pas sur ma fonction. Sur le fait que les socialistes aient décidé de ne pas censurer François Bayrou. Est-ce que vous considérez, comme homme de gauche, là encore, que c'est une bascule saine, la façon dont Olivier Faure a décidé, sur ce vote-là, après le discours de politique générale, de s'émanciper en quelque sorte de la France insoumise pour obtenir, dit-il, des avancées concrètes? Je vais parler comme républicain et comme responsable d'une institution, comme président d'une institution. La France a besoin d'un budget et la France a besoin d'un gouvernement. Et j'aurais même tendance à dire que, nonobstant le fait de savoir si il y avait ou pas une négociation, un accord, un pré-accord, il était important d'en finir, en tout cas pour un temps, avec cette instabilité. C'est pas normal d'avoir des gouvernements qui durent 3 mois. La dernière fois qu'on a eu 4 gouvernements en une année, c'était en 1934, qui est quand même pas un cru fameux pour la démocratie française. Et donc, oui, il est important qu'on puisse continuer, qu'on puisse persister. Je crois aussi que dans la mesure où nous avons une assemblée qui est une assemblée fragmentée, sans majorité, avec un socle commun qui est au gouvernement, qui lui-même est très minoritaire. Dans ce contexte-là, il faut élargir forcément le jeu et essayer de trouver ce qu'on appelait des majorités d'idées. Ça fait partie aussi de la donne institutionnelle telle qu'elle est. Donc vous voyez, on n'a même pas besoin de se prononcer comme homme de gauche pour dire... Non, mais homme de gauche aussi, parce qu'on entendait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure qui, là encore, disait c'est une traîtrise du Parti Socialiste. J'entre pas dans ces...
jeu-là, parce que il y a là des postures. Après, une fois que le Parti socialiste sera considéré comme un partenaire ou pas du gouvernement, il faudra aussi redéfinir ce qu'est la gauche. Alors, pour le coup, j'ai quelques souvenirs. Depuis 1971 et le congrès d'Épinay, c'est plutôt une union de la gauche, une union des gauches qui est la logique. Si là, on en vient à autre chose, c'est-à-dire une alliance avec le centre, c'est une remise en cause assez fondamentale. Ça, je parle pour la gauche. Mais en attendant, pour le temps présent, pour le moment qui vient, je ne parle même pas de l'élection présidentielle de 2027 où ceci devra être posé devant les Français. Pour le moment qui vient, il faut qu'il y ait un budget et il faut qu'il y ait un budget vite. Vous avez vu que Madame Vautrin a dit ce matin... Ça coûte 12 milliards. Je prends pas ça pour moi, mais ce qui est assuré, c'est que, en effet, l'instabilité politique, elle a un coût sur l'instabilité économique et sur l'instabilité financière. Le nœud de la crise française aujourd'hui, c'est ma vision. Il est politique. Et tant que nous sommes dans l'incertitude, à ce moment-là, les investisseurs n'investiront pas, les consommateurs ne consommeront pas, et les finances publiques ne se rétabliront pas. Guillaume Tabar, sur le plan politique, François Hollande, dans les colonnes de la Tribune dimanche, dit les socialistes ont désormais la clé jusqu'en 2027. On assiste vraiment à cette bascule où c'est une façon pour les socialistes, François Hollande, Olivier Faure, d'exagérer un petit peu ce qui est en train de se passer. Écoutez, pour l'instant, ils ont le beau rôle parce que voilà, à partir du moment où François Bayrou a fait le choix de se tourner vers sa gauche plutôt que vers le RN comme l'avait fait Michel Barnier. Michel Barnier, d'ailleurs, qui s'était tourné des deux côtés, il faut quand même le rappeler. Et c'est parce que la gauche avait dit non que Michel Barnier ensuite a cherché les conditions d'un accord avec le RN. Il faut quand même le rappeler, c'était pas un choix politique fait de la part de Michel Barnier. Mais François Bayrou, lui, il fait ce choix. Donc les socialistes, ils en usent. J'ose pas dire ils en abusent. L'enjeu pour l'instant, c'est effectivement d'avoir un budget, d'avoir un gouvernement. Faut pas oublier deux choses. La première, c'est que Olivier Faure lui-même, dans son discours à l'Assemblée, a dit que il attendrait quand même le budget lui-même et que il maintenait la possibilité d'une censure. Donc, et refuse même l'expression de pacte de non-censure. Voilà. Pour lui, ce n'est pas un pacte de non-censure. Donc ça veut dire que François Bayrou n'est quand même pas à l'abri définitif d'une censure votée par la gauche. Le deuxième point, c'est que on a dit que le nouveau Front populaire avait été constitué parce que il y avait un danger d'extrême droite et qu'il fallait, dans ce cas-là, faire l'union de la gauche. Dans son discours, le même discours de Olivier Faure, il dit « Attention, on fait tout ça pour éviter une victoire de l'extrême droite ». Donc, c'est le même péril qu'il invoque. Et donc, je suis persuadé que si demain, enfin dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, il y avait des législatives anticipées et pas anticipées, les mêmes causes produiraient les mêmes effets, ça va. La menace d'une victoire du RN, et le RN semble aussi fort aujourd'hui qu'il l'était il y a encore 6 mois, pourrait justifier à nouveau une alliance de la gauche. Donc je ne pense pas que le nouveau Front populaire soit mort définitivement. Enfin, troisième point qui ne garantit pas... Si je peux avoir une petite mémoire politique, les prochaines élections, ce sont les élections municipales. Et pour le coup, elle ne se présente pas exactement comme ce qui se profile au Parlement. Particulièrement. Et le troisième point qui fait qu'à mon avis, François Bayrou n'est pas non plus totalement assuré de la pérennité, c'est que une chose est d'élargir son assise. C'est le but, c'est l'objectif. Il faut bien trouver des voies ailleurs pour passer une majorité, passer un budget. Encore faut-il, en élargissant son socle, ne pas fragiliser ce socle. Or là, on voit aujourd'hui que LR est inquiet. Il le sera peut-être d'autant plus s'il n'obtient pas sur le terrain régalien tout ce qu'il attend, tout ce qu'il espère, notamment en termes de loi sur l'immigration ou autre. Et au sein même de l'ex-majorité macroniste, on a des voix, et pas des moindres, le ministre sortant de la fonction publique qui a ironisé sur l'accord en disant avec tout ce qu'on a lâché dans le budget, c'est pas étonnant que les socialistes achètent. Donc, François Bayrou, il a sans doute raison, il n'a pas d'autre solution que de chercher des alliés, mais s'il perd dans son socle, il sera tout autant fragilisé. Je vous redonne la parole dans un instant, Pierre Moscovici, mais Pascal Perrineau, est-ce que c'est, comme le dit Éric Coquerel, un renversement d'alliance, ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le retour des deux gauches irréconciliables, ou est-ce que, là encore, comme le dit Guillaume Tabar, c'est plus une sorte d'épiphénomène avec, au fond, un nouveau Front populaire qui se reconstituera si d'aventure les circonstances se présentent? Ça n'est ni l'un ni l'autre. Ça n'est ni l'un ni l'autre. Vous savez, ce qui est très intéressant dans cette période, je comprends que les Français soient un peu désorientés, nous le sommes tous en tant que citoyens, mais pour l'observation, c'est très intéressant. Parce que vous avez 3 statuts dans les forces politiques aujourd'hui. Vous avez, même 4, je dirais. Je vais aller très vite. Ceux qui soutiennent. Alors pour l'instant, c'est LR et les composantes de la majorité macroniste. Vous avez le soutien sans participation.
que les communistes avaient inventé au moment du Front populaire. En 1936. Voilà, le soutien sans participation. Et puis vous avez, est-ce que c'est un soutien sans participation d'ailleurs, les socialistes, puisqu'ils disent, c'est plutôt écoutez, il faut me faire des concessions, sinon je vais faire un malheur. Sinon bon, voilà. Et puis vous avez l'attitude du RN, parce que au fond, aujourd'hui, entre l'attitude du RN et l'attitude du PS, objectivement, il n'y a pas beaucoup de différence. Ils disent, voilà, faites-nous des concessions, sinon on va faire un malheur. Si ce n'est que François Bayrou fait des concessions en direction des socialistes. Ouais. Oui, mais on verra ce qu'il en est, comme le disait Guillaume Tabar, sur le régalien. Parce qu'il ne peut pas, l'extension de la majorité, ça se fait pas si ce que vous avez gagné sur votre gauche, vous le perdez sur votre droite. Et puis, il y a les opposants irréductibles. Les opposants irréductibles, pour l'instant, c'est LFI associés aux communistes et aux écologistes. Pierre Moscovici, vous disiez il y a un instant, la France doit avoir un budget. Est-ce que la France doit avoir un budget au prix de concessions qui coûtent de l'argent? Parce que ce qui est frappant, François Bayrou renonce à la suppression des postes dans l'éducation nationale. François Bayrou renonce à l'allongement du délai de carence pour les fonctionnaires en cas d'arrêt maladie. Ça, normalement, comme premier président de la Cour des comptes, vous devriez dire, c'est embêtant. S'il y a un problème de dépenses publiques, si pour avoir un accord, on renonce à réformer, c'est embêtant, non? Écoutez, la Cour des comptes n'est pas là pour juger en direct la discussion parlementaire. Heureusement, nous ne sommes ni un pouvoir ni un contre-pouvoir. Nous sommes une institution qui nourrit le débat public par ses rapports, mais il y en a une autre institution que je préside qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques. Et celle-ci est saisie du projet de loi de finances pour avis. Et je serai saisi du projet de loi de finances, et notamment de la modification des hypothèses de croissance que François Bayrou a annoncé dans son discours de politique générale, à partir de la semaine prochaine. Et on va discuter avec le gouvernement. Ce qui est très important à mes yeux, ce qui est très important pour la Commission européenne, ce qui est important pour les marchés, c'est pas un gros mot les marchés, parce que nous empruntons auprès d'eux, ce sont tout simplement nos créanciers. Et à un moment donné, il faut qu'ils nous fassent confiance. C'est comme ça. C'est pas idéologique, c'est réel. Je parle pas des agences de notation qui finalement finissent par valider ce que disent les marchés. En général, c'est déjà intégré. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est important? C'est que le solde budgétaire, l'équilibre, soit tenu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut non seulement un budget, mais il faut un bon budget. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon budget? Alors, et en l'état, c'est un bon budget en termes financiers, mais je ne le connais pas en détail, puisqu'il n'a pas encore... Non, vous avez entendu, lu, Amélie non. Vous avez les proportions. Pardon de le dire. Je suis pas là pour faire des commentaires. Je suis là pour évaluer des chiffres. Et donc, ce que j'attends, c'est que concrètement, on dise non pas seulement nous allons faire 30 milliards d'euros d'économies, mais où elles sont. Et c'est suffisant? Alors, ce que je dis, c'est que 5,4% me paraît déjà, pour ma part, c'est la limite supérieure de ce qu'on peut faire. Vous auriez préféré 5%. J'avais dit nettement en dessous de 5,5. 5,4, c'est pas nettement en dessous de 5,5. Il est fondamental pour la France que le budget non seulement soit voté à 5,4, mais exécuté à 5,4. Pourquoi? Parce que nous partons de 6,1, nous voulons arriver à 3 en 2029. Il y a une pente. Cette pente, elle est déjà un peu dégradée par rapport au budget Barnier, qui était assez raide, mais il est important de ne pas le dégrader davantage. Sinon, dans quelques mois, nous nous retrouverons dans la même situation dans laquelle s'était trouvé le gouvernement Attal, c'est-à-dire à devoir faire des ajustements, puis à un moment donné de se poser la question de savoir s'il y a un nouveau projet de loi de finances rectificative. Et puis n'oubliez pas qu'assez vite maintenant, puisque nous sommes dans une période inhabituelle, c'est très rare. Je disais 1934, la dernière fois qu'on a eu 4 premiers ministres, 1962, la dernière fois qu'on a eu une situation du gouvernement, 1979, la dernière fois qu'on n'a pas eu de budget. Nous sommes en février bientôt, et il n'y a pas de budget. Donc on va commencer à discuter très tôt du budget 2026. Et celui-ci devra être à la fois dans la continuité, parce qu'il faudra continuer à réduire le déficit et aussi faire beaucoup plus d'économies. Parce que là, on va faire un équilibre entre fiscalité et économie. Dans la suite, ce sont les économies qui devront prédominer très nettement. Et à ce moment-là, on verra si les non-censures peuvent continuer à prévaloir, alors qu'il y a des économies sévères. C'est pour ça que sans entrer sans aborder le sujet par la même façon que Guillaume Tabar et Pascal Perrineau, nous allons avoir un débat prolongé et personne ne peut dire que c'est la dernière étape, ce qui s'est passé cette semaine. C'est la première, une assez longue séquence. Et on sera là, la Cour des comptes, à chaque étape. Et quand vous aurez les chiffres, je vous reposerai la question pour savoir si c'est un bon budget. Et peut-être cette fois... C'est dans 4 jours que nous devons recevoir la copie du gouvernement. Le suspense est insoutenable. Et puis nous ferons un avis une petite semaine après. Merci beaucoup Pierre Moscovici. Merci à vous. Merci Guillaume Tabar. Et merci Pascal Perrineau d'être venu nous voir dans C'est pas tous les jours dimanche.